Alors, Emmanuel Navon, de là à dire que les Américains, évidemment, ne se préoccupent pas de la sécurité d'Israël, il y a un pas, mais ça caractérise quoi, pour vous, ces tensions qui apparaissent entre les deux hommes? Ça caractérise, encore une fois, en relations internationales, il n'y a ni sentiment, ni amis, ni ennemis, ni même animosité personnelle, il n'y a que des intérêts. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les États-Unis voient leurs intérêts au Proche-Orient d'une façon qui ne correspond pas à ceux d'Israël. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que l'opération militaire actuelle a explosé à un moment très particulier pour les intérêts américains dans la région. Le 14 juillet, les États-Unis ont signé un accord militaire de 11 milliards de dollars avec le Qatar. 4 jours plus tard, le président Obama a annoncé qu'il reconduisait les négociations avec l'Iran. Que signifient ces deux événements? Dans le premier, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis sont devenus de facto le garant du Hamas, parce que c'est une des exigences du Qatar, et qu'un deal de 11 milliards de dollars, on ne le laisse pas tomber facilement. Et deuxièmement, dans toutes les négociations qui ont lieu avec l'Iran ces derniers mois, les États-Unis essayent à chaque fois de dissocier entre le dossier purement nucléaire et les autres dossiers de la région, en particulier le soutien de l'Iran pour les organisations terroristes et ses ventes d'armes dans la région. Plus le conflit avec Israël dure entre Israël et le Hamas, plus il sera difficile pour les États-Unis de négocier avec l'Iran. Aujourd'hui, les deux priorités des États-Unis, c'est de préserver leur accord militaire avec le Qatar et de reprendre leurs négociations avec l'Iran. La guerre entre Israël et le Hamas porte atteinte à la stratégie américaine, d'où la politique du président Obama vis-à-vis d'Israël. Alors parlons maintenant de cette proposition-là de cessez-le-feu qui est ce soir évoquée un petit peu partout, Emmanuel Navon, donc, qui permettrait à Israël de rester dans la bande de Gaza en attendant des discussions au Caire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous d'enlisement de la situation, c'est-à-dire que Israël pourrait se retrouver finalement à de nouveau occuper cette bande de Gaza? D'abord, je vous rappelle que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré avant-hier qu'Israël a des responsabilités vis-à-vis de la bande de Gaza, je cite, en tant qu'occupant. Alors Israël a quitté la bande de Gaza complètement jusqu'au dernier millimètre en 2005, mais d'après le secrétaire général de l'ONU, nous sommes toujours occupants. Donc je ne sais pas dans quelle réalité nous vivons, mais en fonction des définitions de l'ONU, Israël occupe la bande de Gaza. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, on ne sait pas exactement aujourd'hui quelle est la teneur des propositions de cessez-le-feu. Je vous rappelle que dimanche matin, il y a eu des réactions très vives dans la presse israélienne contre John Kerry, qu'ensuite le département d'État et les officiels de la Maison-Blanche ont nié le fait que la proposition soumise par Kerry vendredi au gouvernement israélien était sa proposition. Ils ont prétendu qu'il s'agissait que d'un brouillon sur lequel ils avaient besoin de remarques et qu'il ne s'agissait pas de la position américaine. Cela est démenti par les officiels israéliens. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la proposition Kerry reprenait à son compte les positions du Hamas, du Qatar et de la Turquie. Même un journal comme Haaretz, qu'on ne peut pas soupçonner de position pro-Netanyahou, a eu des mots très durs sur la proposition de Kerry en disant finalement c'est un cut and paste de la page du Facebook de Machal. Donc finalement on a l'impression que Haaretz lui-même a dit on a l'impression que c'est le Hamas qui avait rédigé cet accord de cessez-le-feu. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que tout accord de cessez-le-feu dans lequel il n'y aura pas de démilitarisation de la bande de Gaza, de neutralisation du Hamas et surtout de destruction par Israël de tous les tunnels, un tel accord de cessez-le-feu qui n'inclura pas cela sera inacceptable. Parce que quel était l'intérêt de sacrifier nos soldats et de sortir dans cette opération militaire si c'est pour ne pas démanteler tous ces tunnels et ces missiles qui menacent la population civile israélienne. Emmanuel Navon, sur ces... D'abord, le rappel d'ambassadeur n'est pas une rupture de relations diplomatiques. Ouais. Et puis, il n'y a rien de surprenant dans la mesure où la plupart des régimes d'Amérique latine aujourd'hui, contrairement à ce qui était le cas dans les années 90, sont revenus à des régimes de gauche. Alors, ce n'est pas forcément le cas extrême bien entendu, à l'époque de Chavez au Venezuela, mais disons des régimes qui sont généralement de gauche, qui ont une politique étrangère tiers-mondiste. Et souvent, c'est même pire que ça. Souvent, c'est même des rapports très proches avec l'Iran. Ça a été le cas du Brésil, même ces dernières années. Et il y a aussi une présence du Hezbollah importante dans beaucoup de pays d'Amérique latine, en particulier le Mexique et le Brésil. Donc les pays d'Amérique latine, n'oublions pas, ont également pas seulement la couleur idéologique tiers-mondiste de la plupart des régimes qui ont été élus ces dernières années, mais également une influence de l'Iran, une présence du Hezbollah, ce qui ne joue pas, bien entendu,
à l'avantage d'Israël, mais encore une fois, entre la présence d'un ambassadeur de petits pays et se défendre contre le Hamas, je crois que le choix d'Israël est très clair. Ouais. De toute façon, je pense que cette crise ne fera que s'empirer tant que Barack Obama et John Kerry seront en charge de ce dossier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la politique des États-Unis est que finalement, il vaut mieux être hostile aux États-Unis au Proche-Orient qu'être leur allié. Il suffit de voir quelle est leur attitude vis-à-vis de pays comme la Turquie, qui s'est alignée à l'Iran, du Qatar, qui finance le Hamas, et de l'Iran, avec qui il supplie d'avoir des négociations, d'un côté, et de l'autre côté, la façon dont il traite Israël, l'Égypte d'Al-Sisi, à qui il refuse de fournir des armes, et la Jordanie. Et l'Arabie Saoudite aussi. Et l'Arabie Saoudite. Donc les pays alliés des États-Unis, ou qui se disent alliés des États-Unis aujourd'hui, se disent que finalement, il vaut mieux être de l'autre côté apparemment, puisque c'est comme ça qu'on a la faveur des États-Unis. Tant que ce sera le cas, il n'y aura aucune résolution possible des différents conflits, puisque la politique américaine aujourd'hui ne fait que les aggraver. Elle ne fait que les aggraver puisqu'elle encourage les pays extrémistes à s'extrémiser encore plus. Et en ce qui concerne la bande de Gaza, par exemple, la seule issue possible sur le cas de la bande de Gaza, ce serait que l'Égypte mette fin à son blocus terrestre, qui est la véritable source de l'étranglement économique de la bande de Gaza, je vous le rappelle, et d'une certaine manière réintègre, en tout cas partiellement, cette enclave qui était sous le contrôle égyptien, je vous rappelle, avant 1967. Mais pour qu'on puisse se diriger vers un tel scénario, encore faudrait-il que les États-Unis, d'une part, fassent pression sur l'Égypte, et ils ont les moyens de le faire grâce à l'aide de militaires qu'ils leur donnent tous les ans et financière, et si c'était la politique des États-Unis. Mais comme ça n'est pas le cas, et que le fossé ne cesse de se creuser malheureusement entre le régime d'Al-Sisi et les États-Unis, on ne voit pas comment cette crise pourrait être résolue. Ouais.